Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et c'est les vraies voix responsables. On vous souhaite la bienvenue. C'est une spéciale agriculture ce soir. La colère du monde agricole agite la France depuis la semaine dernière. Les agriculteurs bloquent des routes pour dire que leur travail ne leur permet plus de vivre décemment. La nouvelle taxation sur le gazole non routier a mis le feu aux poudres, mais ils dénoncent aussi les normes environnementales jugées trop complexes, la concurrence déloyale des Pays-Bas à bas coût, avec les accords de libre-échange. Nous avons 1 heure pour aller dans le fond des choses. On évoquera aussi les solutions pour espérer sortir de la crise et nous demanderons si la loi Egalim a produit les effets espérés sur le revenu des exploitants. Et pour en parler, Jean-Baptiste Moreau, agriculteur et ancien député et député. Bonsoir. Ancien député, bonsoir. Ancien député. Bonsoir Jean-Baptiste Moreau, merci Philippe. d'être avec nous. Patrick Bénézide, vice-président de la FNSEA et président de la Fédération nationale bovine. Bonsoir. Bonsoir. Damien Brunel qui est avec nous, président de France Grande Culture. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bienvenue. Et Yannick Becker, porte-parole régional de la Confédération paysanne en région sud, l'ex-région PACA, élu à la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence et installé donc en polyculture, élevage et maraîchage. Bonsoir. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix responsables, spéciale agriculture. Les vraies voix Sud Radio. Et la première revendication forcément de ce monde agricole, c'est de vivre de son travail. C'est la principale revendication des agriculteurs qui disent avoir de plus en plus de mal à se dégager un revenu sur fond d'inflation, de nouvelles taxations du gaz non routier est venu forcément mettre le feu aux poudres avec nous pour en parler. Jean-Baptiste Moreau, si on doit faire aujourd'hui un état des lieux de toutes ces revendications et finalement peut-être du sujet le plus explosif. Est-ce que c'est le GNR ? C'est surtout de pouvoir vivre de son métier. C'est surtout ça à la base. C'est que agriculteur, c'est un métier où on bosse énormément, on fait beaucoup d'heures. C'est un métier de passion aussi, mais enfin la passion, il faut quand même arriver à en vivre et faire vivre sa famille. Donc c'est l'enjeu de base. C'est la principale revendication. Après il y en a d'autres effectivement. On y reviendra par la suite, mais je pense que c'est vraiment la base. Et effectivement, dans des métiers où les marges sont très très faibles globalement, toute charge supplémentaire devient rapidement insurmontable. Et sur le GNR, effectivement, ça semble que quelques centimes, mais à l'échelle d'une exploitation, c'est bien souvent le revenu entier de l'exploitation qui y passe. Donc, il y a eu des discussions qui ont eu lieu il y a quelques temps. Il y a eu des compensations d'accorder à cette hausse progressive, on va dire, du GNR. Mais sur certaines exploitations, ça pose encore quelques problèmes. Donc, il y a des ajustements à faire. Je suis sûr que là-dessus, le gouvernement va écouter la colère qui monte et qui est omniprésente. En Creuse, aujourd'hui, ils étaient plus de 250 ou 300 agriculteurs, je crois, sur la manif. C'est très conséquent. Donc voilà, il faut que le gouvernement entende et il faut surtout qu'il apporte des réponses concrètes et rapides parce qu'on voit bien que sinon la colère va déborder largement et ça risque de très très mal tourner. Donc voilà, la principale revendication c'est ça, et puis l'arrêt des incohérences entre les règles françaises, les règles européennes et la concurrence déloyale qu'on met en place pour notre agriculture et nos agriculteurs. Patrick Bénézide, quand on parle des revenus des agriculteurs, c'est pas monolithe entre le céréalier qui a des centaines d'hectares dans la Beauce et le petit producteur ovin d'agneaux de Sisteron ou de Barège-Gavarnie. C'est pas la même chose, ou le maraîcher dans le Tarn-et-Garonne. C'est quoi exactement? C'est au niveau des revenus, l'échelle des revenus des agriculteurs. Alors l'échelle des revenus, il peut y avoir des différences, mais il y a des difficultés partout. D'ailleurs, aujourd'hui, on voit ça se mobilise sur toute la France, sur la quasi-totalité des productions. Donc, on peut dire qu'il y a des tensions dans tous les secteurs. Mais effectivement, la base du sujet, c'est la rémunération. Il y a une loi qui a été mise en place. Elle a produit quelques effets, mais on n'a pas été au bout. Et pire, ces derniers temps, nous avons un ministre de l'économie et des finances avec les distributeurs qui encouragent cela à faire des baisses de prix. Et donc, nous sommes en négociation commerciale. Et effectivement, les distributeurs se sont crus des ailes pour baisser les prix aux industriels, mais automatiquement aux producteurs. Et donc, cette loi, elle prévoit de partir des coûts de production et d'aller jusqu'à la fin, jusqu'au consommateur. On voit des choses aberrantes. On a vu aujourd'hui qu'il y avait eu des augmentations, notamment dans les prix de la viande, de 8% en 2023, et le prix des animaux baissait fin 2023. Donc, à un moment donné, il faut que cette loi soit appliquée.
et qu'on n'ait pas un ministre de l'économie et des finances qui encourage les distributeurs à passer à côté de la loi, mais qui leur demande de l'appliquer et qui fasse les contrôles en place pour l'appliquer. Et ça, c'est le premier problème, et c'est le problème majeur qu'il y a eu ces dernières années d'une loi qui partait de bon sens et qui finit par pas être appliquée, voire être galvaudée. Ça, c'est la première chose. Et puis les incohérences, effectivement, de concurrence déloyale. Aujourd'hui, on a appris quand même que la Commission européenne, on est vent debout contre les accords internationaux qui font rentrer de la marchandise à des prix bien entendu inférieurs aux nôtres, mais surtout sur des normes qui sont inférieures aux normes qui sont appliquées aux producteurs français. Il y a 300 000 tonnes de viande qui rentrent du Brésil avec des normes qui ne respectent pas ce qui est imposé. Des viandes nourries aux OGM, notamment le tourteau de soja OGM brésilien. OGM, mais il y a bien pire. Enfin, c'est farine de viande, c'est activateur de croissance, 300 000 tonnes qui rentrent déjà. Hormones, alors là, ils vont vous expliquer qu'effectivement, il y a un panel, que c'est arrangé. Bon, les contrôles, on aimerait voir si c'est tout contrôlé. Mais en tout cas, c'est des sujets. Et là, dernièrement, aujourd'hui, la Commission européenne dit que ça avance très bien pour avoir 100 000 tonnes de plus avec ces gens-là. Et dans le même temps, il a fallu se battre tout l'automne contre des réglementations nouvelles de Bruxelles. Donc, à un moment donné, il est bien évident que la cocotte explose. Absolument. Damien Brunel qui est avec nous, un président de France Grande Culture. Ces problèmes, on les connaît depuis quand même assez longtemps. C'est pas la première fois que les agriculteurs, en tout cas, se mettent en colère et vont dans la rue. Qu'est-ce qui s'est passé entre la dernière grogne et celle-ci? Comment vous avez absorbé justement ces coûts supplémentaires et comment vous avez pu tenir? Les agriculteurs, quel que soit leur syndicat, je pense, veulent vivre dignement de leur métier. Et ce ne sera possible, c'est pas nouveau, hein, depuis 30 ans cette année. Cette année, on fête les 30 ans de l'entrée de l'agriculture dans l'Organisation mondiale du commerce. Absolument. C'est-à-dire que jusqu'en 93, nous avions un prix européen et on avait une protection à nos frontières européennes et on vivait dans un vase clos, enfin en tout cas protégé. Depuis 1993, la volonté a été de tout ouvrir et de laisser faire le marché. Et en laissant faire le marché, c'est le moins-disant mondial, c'est-à-dire celui qui arrive avec les prix les plus faibles, mais liés aussi avec des conditions sociales, des conditions environnementales, etc., les plus moins-disants, qui impose forcément son prix. Alors, vous le savez bien, on est dans un monde où on dépend notre agriculture dépend fortement des conditions climatiques. Nous avons par exemple pour le lait des pays comme la Nouvelle-Zélande qui ont la chance d'avoir un climat humide et chaud, pour faire simple, ils ont une pousse de l'herbe toute l'année, ils peuvent faire un prix du lait très faible et c'est eux qui déterminent le prix détermine le prix pour les Français. Excusez-moi, même si vous transformez le lait en poudre, 20 000 km de trajet pour venir... Ah mais c'est rien. À l'heure actuelle, à part à quelques périodes dans le monde où quand il y a une guerre, quelque chose, mais sinon, aujourd'hui, l'impact, c'est dur à comprendre, mais l'impact carbone du petit livreur qui fait le tour qui fait sa tournée avec son jumper au fuel, au gasoil, eh ben, on nous explique, c'est difficile à comprendre, mais que l'impact d'un super container qui tourne au fuel lourd, le truc le plus dégoûtant, eh ben, comme il a des centaines, des milliers de tonnes sur son truc, eh ben, l'impact est négligeable et ça coûte rien à ramener au kilo. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a délocalisé des tas de productions. Alors, je pense qu'on va tous partager, mais nous, on nous a supprimé des tas de choses au nom des normes. Aujourd'hui, par exemple, les semences de trèfle nous viennent aussi de Nouvelle-Zélande. C'est moins cher de faire du trèfle que l'on va semer en France, qui vient de Nouvelle-Zélande, alors qu'avant, on le faisait au sud de la région parisienne. Tout ça, c'est mis à bout, c'est très fatigant. Alors nous, là, vous nous avez dit, c'est pas nouveau, non. Depuis 30 ans, on demande des prix rémunérateurs et surtout pas de primes. Ça, c'est la spécialité chez nous à la coordination rurale. On veut vivre dignement de notre métier. Voilà. Yannick Becker, vous êtes porte-parole régional de la Confédération paysanne en région sud, l'ex-PACA. Vous faites de la polyculture, élevage et maraîchage. Il faut se diversifier pour arriver à vivre aujourd'hui quand on est agriculteur sur une petite exploitation ou il y a d'autres méthodes? Ouais. La diversification, ça nous permet de répondre aux dérèglements climatiques et aux accidents climatiques, puisque du coup, on peut basculer d'une production sur l'autre. Après, un des ressorts qu'on défend, nous, la Confédération paysanne, c'est quand même l'autonomie. Moi,
L'augmentation, mais je parle pour moi et pour ceux qui sont un peu dans des systèmes comme ça, l'augmentation des charges, moi je l'ai peu senti parce que je suis autonome en fertilisant et je fais mes propres semences, etc. J'ai eu 200 € de gasoil et des choses comme ça. Après, en fait, le sujet aujourd'hui, c'est quand même plutôt le problème des agriculteurs qui sont pris entre deux feux et qui sont en filière longue, qui doivent alimenter ces filières longues, qui sont pris entre deux feux, entre des prix qu'on ne maîtrise plus, parce qu'il faut bien comprendre comment on construit un revenu. Un revenu, ça se construit par des volumes qui sont vendus à un certain prix, et en face, on en défalque les charges. Et là, maintenant, les prix, on a bien vu, avec ce qu'ont dit mes collègues, qu'on n'a plus la main dessus. Donc, on n'a plus la main sur les prix. C'est une variable qu'on ne peut pas activer. Les charges, elles sont de plus en plus contraintes parce qu'on a des emprunts, parce que l'azote, on est obligé de les prendre, et tout ce qui vient en amont, les apports aux cultures, ils sont contraints. Et donc, en fait, la dernière variable d'ajustement, c'est quand même les volumes. Donc, effectivement, quand l'azote prend 2 ou 3 fois le prix en un an, eh ben, ça met beaucoup de gens à la gorge. Enfin, ça prend beaucoup de gens à la gorge. Et quand on promet que le gasoil va augmenter, eh ben, effectivement, ça peut augmenter la grogne. Alors, le problème, c'est que bien souvent, la différence entre justement le chiffre d'affaires et les charges, eh ben, il est bien souvent égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on a fait quand on est rentré dans l'OMC? Eh ben, on a transformé la PAC, qui était un budget pour avoir une transition, avoir une politique agricole commune, on l'a transformé en une aide au revenu. Et donc maintenant, le revenu, bien souvent, il est égal à la PAC, voire même la PAC ne suffit pas à couvrir le revenu. Et donc effectivement, là, on a eu le déclenchement, il vient aussi de la nouvelle programmation PAC, où on a eu des retards de paiement, on a eu des mauvaises surprises sur les paiements qu'on a pu obtenir. Et du coup, lorsqu'on a des charges contraintes et qu'on doit les payer arrivé début janvier et qu'on n'a toujours rien qui est venu, et qui doit assurer notre revenu, eh ben, effectivement, ça peut déclencher des gros problèmes, quoi. Donc, il faut bien comprendre comment est construit un revenu. Alors maintenant, en plus, la PAC ne suffit plus. Alors, du coup, le gouvernement nous vend des revenus qui viendraient de l'agrivoltaïsme ou de la méthanisation. Nous, on produit des produits agricoles et on voudrait vivre de ce qu'on produit. Effectivement. Et voilà, vous restez avec nous, on revient dans un instant et on reviendra justement ce qui coûte aussi très cher à ce revenu final, les normes. On verra le rôle aussi du monde agroalimentaire, de la grande distribution. Est-ce que eux, ils ont un rôle à jouer dans cette grogne? 0826 300 300, beaucoup d'appels au standard qui nous attendent. Vous bougez pas, Paul et Eric. On revient dans un instant. À tout de suite. Bienvenue dans les Vraies Voix Responsables avec une spéciale forcément agriculture. Yannick Becker est avec nous, porte-parole régional de la Confédération Paysanne en région PACA et élu à la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence. Damien Brunel est avec nous, président de France Grande Culture en charge des grandes cultures et coordination rurale. Patrick Bénézit qui est avec nous, vice-président de la FNSEA et président de la Fédération nationale bovine, et Jean-Baptiste Moreau qui est avec nous, agriculteur et ancien député. Philippe. Alors ça réagit beaucoup au 0826 300 300. On va prendre déjà Paul du Lot-et-Garonne. Bonsoir Paul. Bonsoir Paul, Oui, bienvenue. Vous êtes agriculteur et a priori ça a été assez chaud du côté d'Agen, la préfecture de votre département. Voilà, mais nous, la coordination rurale a exprimé son ras-le-bol parce qu'aujourd'hui, on attendait des réponses du cabinet du ministère, mais qui a rien fait. Ils attendent de se réunir encore une fois de plus. Ils repoussent d'un jour de plus. Donc l'exaspération monte. Et aujourd'hui, on ne tient plus les troupes, quoi. C'est clairement ras-le-bol. Et là, on a des gens qui sont prêts à vraiment monter jusqu'à Paris s'il faut, quoi. On en est arrivé à un stade où les gens n'ont plus de revenus. Ils voient les traites, les factures qui arrivent et pas de revenus en face. Donc il y a un ras-le-bol. Nous, ce qu'on demande depuis le début, c'est des prix, pas des primes. On ne veut pas des primes PAC parce qu'on savait que l'Europe, ce serait compliqué de les avoir. Il faut revoir notre système de fond en comble, en commençant par les coopératives, voir ce qu'elles prélèvent, pourquoi elles le prélèvent, les industriels de l'agroalimentaire, les distributeurs, l'État, et ensuite on en a marre de la surtransposition des normes parce que là on s'en sort plus, quoi. L'OFB, ça va péter. On a des fonctionnaires zélés qui viennent nous embêter sur les exploitations, il faut remplir tel formulaire, tel machin, tel ci, tel là. On n'en peut plus, quoi. Il faut être expert en droit du travail quand on a des salariés, expert géomètre, on n'en peut plus. Et là, je pense que ça va vraiment péter. Réaction de Jean-Baptiste Moreau. Non, mais effectivement, on entend cette colère et elle est vraiment très forte. Et donc, il va falloir qu'il y ait des réponses fortes. C'est pareil, il y a des réponses qui se limiteront pas à des prises de parole, mais est-ce qu'on peut avoir des réponses rapides, Jean-Baptiste Moreau ? Je suis sûr qu'il y aura des réponses d'ici la fin de la semaine. C'est pas possible autrement. On ne peut pas laisser pourrir la situation sur le GNR, sur un certain nombre de sujets. Mais Patrick le disait tout à l'heure par rapport à Egalim. Moi, j'étais rapporteur de cette loi à l'Assemblée nationale, donc je la connais bien. Il faut
effectivement qu'elle soit appliquée dans son entièreté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Par exemple, moi j'avais fait adopter un amendement qui disait qu'on interdisait à la vente des produits qui ne respectaient pas les normes européennes. Ben, ça c'est écrit dans la loi, sauf qu'il n'y a aucun moyen de mis derrière pour aller contrôler la réalité de ça. C'est-à-dire que l'Europe ne s'est jamais doté d'une véritable brigade capable d'aller contrôler en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, la façon dont sont produits les produits qui nous arrivent. Et c'est ça aussi et pourtant, nous, on les accueille en France. Ben, on les accueille en France parce que vous avez des contrôles sur le produit fini, mais vous ne détectez qu'une partie des choses, et il y a des choses qui sont absolument indétectables dans le produit fini. Donc il faut se doter de vrais moyens, mais des moyens, c'est des moyens financiers, c'est-à-dire de gens qui vont être capables d'aller contrôler dans les pays. Et ça, on l'a pas. Et qu'il y ait des accords ou qu'il n'y ait pas des accords d'ailleurs, parce que en Amérique du Sud, le Mercosur n'est pas signé, et il faut absolument pas le signer parce que c'est la fin de l'élevage français et de l'élevage européen le jour où il s'est signé. J'ai même pris la parole en 2019 pour m'opposer au président de la République qui à l'époque avait dit que c'était plutôt un bon accord. Ben, à l'époque, j'ai été le seul dans la majorité effectivement à le faire. Mais bon, bref, c'est pas pour ça que je le dis, c'est pas pour tirer quelques glorioles que ce soit, je m'en fous. Mais c'est vraiment pour dire que voilà, c'est un accord avec le Mercosur, vu les tonnages qui sont dedans et vu le prix auquel ils produisent, c'est juste la fin de l'élevage français et européen, même dans son ensemble. Aujourd'hui, il s'agit pas de dire qu'on va se replier sur soi. Les échanges, ils sont utiles dans un certain nombre de productions agricoles, y compris dans l'élevage d'ailleurs. Mais il faut que ce soit des échanges équilibrés, basés sur des règles respectées par tout le monde et pas avec des distorsions de concurrence à tout bout de champ. Patrick Bénédite, sur les normes, vous avez entendu Paul, qui est maraîcher, mais c'est vrai que c'est complètement fou. On parlait tout à l'heure on peut faire piquer aux hormones et venir envoyer le bœuf en Europe, alors que nous, c'est strictement interdit. Non, mais ça, on le dénonce depuis des années, sur tous les accords, pas que le Mercosur. C'est-à-dire que on est une île au niveau planétaire avec nos normes. Aujourd'hui, si on prend par exemple l'élevage, on a un modèle d'élevage qui est unique au monde. L'ensemble des autres ont adopté des principes complètement différents. En fait, tout ce qui est interdit chez nous est autorisé chez eux. On dit pas qu'il faut faire la même chose, mais en tout cas, on ne peut pas être mis en concurrence déloyale et être remplacé. On a perdu 200 000 vaches en 2023. 100 000 vaches allaitantes et 80 et quelques mille vaches laitières. Ça fait à peu près 200 000 vaches. Et le process risque de continuer. On a encore des prévisions à la baisse parce que les revenus ne sont pas là, d'une part. Et par rapport à cela, parce qu'on nous l'a dit, il faut baisser le nombre de vaches ou autre pour la planète ou autre. L'Argentine et le Brésil ont mis 10 millions de vaches de plus, de bovins de plus. En 10 ans, ils ont mis l'équivalent du troupeau que nous avons en France. L'équivalent en plus de ce qu'ils avaient. Donc tout le monde ferme les yeux, c'est très curieux parce que la pression que nous avons eue, notamment par rapport au Green Deal, au niveau européen. Où un jour c'était la mesure, la directive sur la restauration de la nature. Un autre jour c'était sur le bien-être animal. Un autre jour c'était sur IED. C'est un truc les émissions industrielles. Donc au fur et à mesure. Et dans le même temps, la même commission est prête à laisser, avec l'autorisation des États membres, parce qu'on dit c'est Bruxelles, attendez, si on s'oppose en France, il n'y aura pas de souci. L'accord, il ne va pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Il faut qu'il y ait l'accord des pays membres. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas exonérer non plus nos pouvoirs publics de ce qui se fait à Bruxelles. C'est pas toujours la faute à Bruxelles, c'est bien validé par les États membres. Donc aujourd'hui, quand on voit alors que les agriculteurs, qu'il y a des blocages partout, sur toutes les routes, nous avons à la FNSEA des milliers d'agriculteurs qui sont aujourd'hui dans des blocages, dans des actions sur la route. Dans le même temps, la Commission européenne qui annonce qu'elle était à 2 doigts de faire un accord avec le Mercosur, mais c'est juste scandaleux. C'est juste scandaleux. Damien Brunel ou Yannick Becker voulaient peut-être réagir, l'un ou l'autre. Damien Brunel peut-être. Oui. Ouais, je prends la parole, puis je laisserai bien sûr mon collègue après. Quelques réactions tout de même. Oui. Alors, je partage beaucoup de choses qui ont été dites. Je voudrais quand même insister sur le fait que c'est pas quand le container est en France qu'il faut regarder la qualité de ce qui nous arrive. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'il a dit. C'est exactement ce que j'ai dit. Non, mais les Chinois, pour accepter notre charcuterie, sont venus voir nos abattoirs avant de valider. Et c'est pas plus d'argent, c'est ça que je veux dire. Ça veut dire il faut être intelligent, il faut faire comme eux. Ou une question d'organisation. Par contre, là où je suis pas du tout d'accord, c'est que la loi Egalim, comme on vous l'a dit, je suis dans les grandes cultures. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y a aucune culture qui est concernée par la loi Egalim. Et il faut arrêter de nous mentir. C'est-à-dire que la FNSEA, qui dirige les interprofessions, a eu le choix
d'appliquer ou non Egalim. Et elle a choisi de ne pas appliquer. C'est-à-dire ni le blé, ni les légumes, ni les oléoprotéagineux, ni le sucre. Enfin, aucune culture n'est concernée par la loi Egalim. Et ensuite, une dernière chose quand même, c'est-à-dire qu'en effet, il y a des lois qui existent qui pourraient tout à fait nous rendre service. Il y a le fameux article 44 qui dit tout simplement que la France n'accepte pas. Oui, c'est moi qui l'ai écrit celui-là. Je le connais un peu. Elle est géniale cette loi, sauf qu'on nous dit elle est inapplicable. Allez, Alors, c'est super, elle reste dans le tiroir, alors que franchement, chapeau, tout était dedans. On nous dit elle est inapplicable. On va faire juste réagir Patrick Bénézit. Je suis pas un expert des céréales, mais en tout cas, je peux dire, les interprofessions, il y a tout le monde dedans, il y a y compris les opérateurs. La FNSEA décide pas d'appliquer ou pas EGH. Non, faut pas dire de bêtises quand même. Enfin, voilà. Les interprofessions, il y a tout le monde et vous y êtes également. Oui, sur les plans de filière intercéréales et dans les plans de filière demandés au niveau d'Egalim. Il n'y a pas de défi. Mais effectivement, on s'est intéressé sur le revenu d'abord des plus faibles revenus qui est le revenu des éleveurs. On est d'accord. Mais après... Non, faut pas opposer éleveurs et céréaliers. C'est parce que je fais, c'est ce que vous faites par contre. Egalim ne s'applique qu'à partir de la transformation. Oui. C'est-à-dire qu'elle protège l'industriel. C'est-à-dire que si vous êtes fabricant de nouilles, si vous êtes fabricant de farine, vous pouvez renégocier votre tarif avec les échelons suivants. Mais l'agriculteur est pas à la base. La négociation. Oui, mais ça, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Je suis désolé. C'est la contractualisation entre l'agriculteur et son premier acheteur. Ça n'a jamais été le contraire. Et d'ailleurs, le premier reproche que nous pouvons faire, c'est justement que le coût de production au niveau de l'agriculteur n'est pas respecté, et ça, monsieur le maire ne l'a jamais fait respecter. Une petite réponse aussi de Yannick Becker, qui est porte-parole régional de la Confédération paysanne en région PACA. Sur la loi Egalim, c'est quand même bien la FNSEA qui a bloqué le fait l'interdiction de revente à perte. Bon, voilà. Et sur les normes, je pense qu'il faut vraiment être clair. Il faut pas tout mélanger. Il y a quand même des normes qui nous protègent, et vous êtes tous bien au courant que quand même dans les accords de libre-échange, c'est aussi de casser les normes, de mettre toutes les normes au même niveau. Parce que les normes sont aussi des barrières non tarifaires en importation. Donc maintenant que on est sur un marché ouvert, concurrence non faussée, etc., c'est quand même bien certaines normes qui nous protègent encore de certaines importations. Donc il faut faire attention à pas mettre tout dans le même panier. Il y en a qui sont effectivement peut-être excessives. Il y en a d'autres qui sont nécessaires à préserver notre outil de travail. C'est le sol, c'est l'eau, c'est la diversité qui nous entoure. Celles-là, elles sont nécessaires, sauf qu'on n'a plus l'argent, on n'a plus le revenu nécessaire pour assurer cette protection. Donc effectivement, si on n'a que le volume, que je disais tout à l'heure, si on n'a que le volume comme marge de progression, on est obligé d'y aller avec les pesticides et l'azote pour s'assurer un volume de production. Donc là, on a quand même vraiment... Et puis après, il y a aussi les normes sociales ou l'administration. Donc là, l'administration, il faudrait qu'on en parle aussi sur la dématérialisation, parce que on nous dit que c'est plus simple, plus rapide et plus facile, mais en fait, c'est complètement l'inverse. Et comme beaucoup de normes sont liées à l'argent qu'on demande, et notamment la PAC qui est indispensable malheureusement à la plupart des agriculteurs, on doit justifier parce que c'est de l'argent public, et lorsqu'on doit justifier, effectivement, les piles de papier s'accumulent malgré la dématérialisation. Allez, on fait une petite pause, on laissera bien entendu Patrick Bénézit répondre à ce que vous dites, et Jean-Baptiste Moreau, 0826 300 300, n'hésitez pas bien entendu à nous appeler, on est ensemble jusqu'à 20h. Et les vrais voix spécial agriculteurs, c'est passionnant ce débat, puisque nous avons des personnalités passionnantes aujourd'hui. Jean-Baptiste Moreau est avec nous, agriculteur et ancien député. Patrick Bénézit aussi est vice-président de la FNSEA et président de la Fédération nationale bovine. Vous avez des titres à rallonge, messieurs. Damien Brunel, qui est avec nous, président de France Grande Culture, en charge des grandes cultures et coordination rurale, et Yannick Becker, porte-parole régional de la Confédération paysanne en région PACA et élu à la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence. 0826 300 300, parce que on a aussi beaucoup de gens au bout du fil. Eric est avec nous et vous vouliez réagir, Eric. Bonsoir. Bonsoir, Eric. Oui, bonsoir. Moi, je vais réagir juste sur deux petits problèmes que je trouve. Je vais pas parler de tout ce que vous avez dit avant, c'est bien. Vous êtes agriculteur, voilà. Eric? Oui, je suis agriculteur. Je suis agriculteur dans les Pyrénées-Atlantiques, un petit village à côté de Pau. D'accord. Voilà. J'ai une petite exploitation et je fais de la vente directe en canard. D'accord. Alors moi, il y a une mesure que j'ai trouvée complètement aberrante. C'est surtout aujourd'hui, en parlant de l'environnement, de l'écologie, de l'empreinte carbone, du rejet de CO2 et tout. Il y a 12 ans, on nous a, mais c'est clair, on nous a obligés, d'après chaque culture, de passer un outil sur le sol
qui s'appelle de mulcher les sols et de faire un couvert. Voilà, rien que ça. L'outil que l'on doit mettre, il coûte plus de 20 000 euros. Ah oui. Et pendant 50 ans, on n'a rien fait. Alors vous multipliez, un tracteur consomme à peu près 20 ou 30 litres à l'heure, vous multipliez le nombre d'hectares en France et de passer cet outil après la culture, mais je trouve que c'est complètement aberrant. Le rejet de CO2, l'empreinte carbone, et en plus ça sert à rien. On nous a dit que c'était pour l'érosion, pour ceci, pour cela. Mais c'est pas vrai, c'est entièrement faux. Mais c'est contrôlé, Eric? On vient vous contrôler? Ah oui, c'est contrôlé, oui, bien sûr. Si vous faites pas ça, on vous impacte la PAC. On vous impacte la PAC. On vous baisse vos subventions. Voilà, et c'est quelque chose qu'on ne faisait jamais avant. Et ça, on le fait depuis 10 ans. Alors, je ne sais pas qui a pondu ça. Je ne sais pas si c'est la France ou si c'est l'Europe. Mais c'est aberrant. Quand on parle aujourd'hui d'écologie, c'est complètement. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Jean-Baptiste Moreau, c'est quoi cet outil? Ouais, alors une politique, j'y suis plus à part être conseiller municipal d'une commune de 400 habitants. Voilà, j'ai encore quelques oreilles, donc je crie parfois, mais j'ai assez peu de pouvoir. Mais bon, oui, dont vous parlez, je pense que c'est parce que vous êtes en zone sensible ou un truc comme ça. Mais ça doit être sous peine de me tromper, hein, mais ça doit être une règle européenne effectivement sur les zones sensibles. Mais si seulement c'était que ce genre d'incohérence, mais il y a bien pire que ça. Enfin, a fait la une de l'actu il y a assez peu de temps, un agriculteur qui avait construit un bâtiment où des voisins, un bâtiment d'élevage, où des voisins gênés, c'est Vincent Verschuer, j'étais avec lui encore ce matin sur un plateau, où des voisins gênés ont porté des recours et il va être obligé de détruire son bâtiment ou de rembourser, je sais plus, c'est 100 000 euros à ses voisins qui ne sont même plus présents d'ailleurs, qui ont déménagé depuis et qui ne sont même plus là. Donc on est sur des situations assez ubuesques et en matière d'écologie, on est champion du monde aussi parce qu'on accuse beaucoup l'Europe, mais on est aussi champion du monde de surtransposer, c'est-à-dire de laver plus blanc que blanc, et notamment certaines ONG et certains porteurs de l'écologie politique, on va dire, nous expliquent qu'il faut que la France montre l'exemple, qu'elle aille plus loin et que les autres suivront. Ben non, la réalité, c'est que les autres n'y suivent pas. Et du coup, vous vous retrouvez même à l'intérieur de l'Europe avec des règles différentes. Vous avez des produits qui sont aujourd'hui autorisés en Espagne, qui sont pas autorisés en France, qui fait que certaines productions, je pense aux cerises, je pense à un certain nombre de productions, et la fraise ont disparu ou sont en train de disparaître, et on importe d'Espagne des produits avec des fraises ou des fruits ou des légumes qui sont traités avec des produits que nos agriculteurs français n'ont plus le droit d'utiliser. Donc c'est pas tout de la faute de l'Europe non plus. Il y a aussi des choses à balayer devant notre porte. Damien Brunel faisait des grands gestes en entendant notre ami Eric parler de son engin du 3e type. Alors, du PPF. Je voulais quand même signaler qu'il y a parfois de bonnes mesures, c'est-à-dire on nous incite à semer des couverts. Je pense que c'est ça l'objectif final. Oui, c'est pour éviter le lessivage d'azote, je pense. Voilà. Alors, attendez, semer des couverts, pour nous, c'est des couverts pour manger. Ça veut dire quoi? Non, justement, oui. Alors, on a parfois notre propre langage et il faut faire attention. Oui. Ça veut dire que une fois que la moisson est réalisée, par exemple, le blé est coupé, il ne reste plus que la paille très courte au sol. Et plutôt que laisser le sol sans rien jusque la culture suivante, c'est-à-dire pendant 2-3 mois, ou parfois ça peut être jusqu'au printemps l'année suivante, si c'est par exemple pour semer du maïs ou du tournesol, les agriculteurs ont en effet une obligation de ressemer autre chose entre deux. Dans notre syndicat, la coordination rurale, ça fait 23 ou 24 ans qu'on fait ce qui s'appelle un festival du non-labour, justement pour montrer que sans travailler le sol, il est possible, pas toujours possible, mais en général, c'est possible. On peut semer avec des outils de semis direct. Alors, il y a quand même une grande lacune à tout ça, c'est qu'il faut qu'il pleuve pour que ça lève. On est dépendant du climat. Et je pense que dans la région d'Éric, semer à une période où il fait très sec, je comprends que ça lui coûte de l'argent et en plus, ça peut paraître aberrant. Mais moi qui suis dans le nord de la France, en général, quand on sème, on arrive à avoir de très belles fleurs, un très beau couvert, c'est comme ça que ça s'appelle. Les couverts, et c'est très intéressant, ça peut être des moutardes, ça peut être des prairies, ça peut être... Alors la moutarde, c'est le truc à éviter. La moutarde, c'est ce qu'on appelle un couvert réglementaire, c'est-à-dire que alors là, on remplit la règle de l'Europe, c'est-à-dire qu'on a fait le minimum le moins cher,
ça sert à rien, mais l'Europe est contente. Il y a certains Damien Brunel, on va donner la parole à Yannick Becker, parce que vous êtes au nord des légumineuses. Et quand on fait des légumineuses... On est bien au cœur du sujet, c'est que du coup, on est tous plus ou moins devenus dépendants de la PAC. Alors la PAC, si on l'utilise comme une politique qui doit orienter les pratiques, elle est très bien. Et puis du coup, si les pratiques nous coûtent cher, que ça compense le surcoût de ces pratiques, c'est très bien. Sauf que vu effectivement d'en haut, parfois on se retrouve surtout avec cette nouvelle programmation, avec des choses, mais qui sont ubuesques. Là, quand on fait la déclaration au mois de mai, on doit déjà prévoir à quelle date on va labourer ou à quelle date on va pas labourer. On doit prévoir si on va ramasser son blé en verre, en foin, ou si on va le ramasser en grain. Et avec les aléas climatiques auxquels on est confronté en ce moment, c'est quasiment impossible. En plus, derrière, on a eu une sorte, alors sous couvert de droit à l'erreur, on a une sorte d'autocontrôle. Une fois qu'on avait fait notre déclaration, il fallait encore qu'on aille voir dans nos champs si ça correspondait à ce qu'on avait déclaré, si ça avait poussé. Si ça n'avait pas poussé, il fallait modifier. Et en fait, on est devenu complètement, non seulement dépendant financièrement de la PAC, mais en plus complètement surveillé pas à pas. Donc là, c'est clair qu'on a un problème. Et le problème de base, c'est qu'on est dépendant de cet argent-là pour pouvoir survivre. Après le nord, le sud, on part au centre de la France. Cantal, Patrick Bénézit veut réagir. Non, mais effectivement, il y a des difficultés majeures en termes de normes. Effectivement, et il faut redire que on n'est pas forcément contre certaines applications, mais on veut courir avec les mêmes règles que les copains. Ne pas avoir un sac de 10 kilos contrairement aux autres. À un moment donné, aucun agriculteur ne peut comprendre qu'il soit mis en concurrence déloyale avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes normes par les mêmes décideurs, par les mêmes administrations. Totalement injuste, et on comprend. Par les mêmes administrations. Et ça, c'est un problème fondamental qu'il faudra régler. Et nous attendons, bien entendu, Emmanuel Macron, Gabriel Attal sur ce sujet. Sur l'aspect des normes et d'autres normes, il y a des conditionnalités qui sont extrêmement sévères en matière de PAC et qui peuvent être contre-productives. Nous avons eu, par exemple, des mises en place de prairies sensibles, sans aucune concertation, sur des surfaces que nous ne pouvons pas toucher. Alors que, à certains endroits, ça posait pas de difficulté. Ces prairies ont été mises à quelque part sous cloche dans certains endroits. On ne peut pas cultiver, on ne peut rien faire. Là, effectivement, on veut nous mettre d'autres normes comme la BCAE 2, c'est des termes barbares peut-être, mais en tout cas, qui mettraient d'autres terres sous cloche. C'est le cas aussi du ratio prairie. Il y a plein de termes barbares qui, effectivement, font déborder le vase aujourd'hui. Absolument. Damien Brunel, on est très en retard, mais on vous laisse 30 secondes pour répondre. Allez-y. Ouais, en termes d'aberration, il y en a plein. Il y en a une qui peut quand même tout de suite choquer et être comprise par vos auditeurs. C'est-à-dire que quand vous êtes éleveur et que vous ne gagnez plus votre vie en faisant de l'élevage, vous voulez faire autre chose, eh bien il est interdit, c'est la BCAE 1, donc c'est la première mesure d'interdiction, il est interdit de modifier. Une prairie doit rester prairie, pour être simple. Vous n'avez pas le droit de cultiver une prairie si elle a été déclarée en prairie. Vous êtes condamné à rester avec une prairie, même si vous n'avez plus d'élevage. C'est aberrant. Vous voyez l'aberration ? C'est aberrant, vous avez raison. Allez, vous restez avec nous. Je vais vous appeler par vos prénoms. Jean-Baptiste, Patrick, Damien et Yannick. On redonnera bien entendu vos noms de famille et vos titres en revenant dans un instant. On va partir à Agen, puisque la colère des agriculteurs, on en parlera dans quelques instants. Immense brasier devant les services de l'État en charge de l'agriculture. On fera un point en direct. Allez, à tout de suite. On fait un petit point tout à l'heure. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables spéciales agriculture avec des agriculteurs fort sympathiques aujourd'hui. Jean-Baptiste Moreau, agriculteur et ancien député. J'allais dire dépoté parce que vous dépotez, mon cher Jean-Baptiste. Patrick Bénézit qui est avec nous, vice-président de la FNSEA et président de la Fédération nationale bovine. Damien Brunel, président de France Grande Culture en charge des grandes cultures à la coordination rurale, et Yannick Becker, porte-parole régional de la Confédération paysanne en région sud et élu à la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence. Mais là, on va partir direction Agen, où a priori la situation est très tendue. Nous sommes en compagnie de Karine Duc, coprésidente de la coordination rurale du Lot-et-Garonne. Coordination rurale pour le Lot-et-Garonne. Karine Duc, bonsoir. Oui, bonsoir. A priori, il y a un feu carrément devant la préfecture du Lot-et-Garonne, donc. Oui, tout à fait. Il y a un feu devant la préfecture. Étant donné que le rendez-vous s'est arrêté avec un manque de réponse et un manque de mesures et d'engagement, qu'on s'est fait balader encore une fois aujourd'hui. La seule réponse à la hauteur de la colère des agriculteurs était de faire ce feu.
Et c'est quoi qui est en train de brûler? Vous avez brûlé des palettes ou parce que c'est pas votre genre de brûler les voitures aux agriculteurs? Ah mais non, pas du tout. Non. Écoutez, après, faut pas non plus faire du sensationnel. Hein. Il y avait un épandeur à lisier. Du lisier, le lisier c'est de la merde, hein, tout simplement. Oui, donc on a épandu ça sur les murs de la préfecture. Après, avec un simple coup de Karcher, c'est simplement nettoyé et tout va bien. Donc tout ça est quand même assez mesuré, me semble-t-il, pour l'instant. Après, oui, effectivement, il y avait des boules de foin, on les a allumées, et puis ça a pris feu. Les pompiers ne sont en aucun moment intervenus. Donc, écoutez, tout va bien. Hein. Si la sécurité n'était pas là et si le brasier n'était pas contenu, je vous rassure, les pompiers seraient intervenus. Ah ouais. Parce que j'entends des choses idiotes qui se disent sur la situation à Agen. Je préfère rectifier et dire que la situation était tout à fait maîtrisée et l'est encore. Est-ce qu'il y a un début d'échange depuis ça ou pas du tout, Karine Duc? Non, écoutez, on a fait les derniers échanges étaient avant cette dernière action de la journée à la préfecture. Ensuite on est allé bloquer un petit peu partout à Agen, on est allé déverser. Voilà. Bon, ça y est, maintenant le retour est fait à l'autoroute, les gens se ravitaillent. Le retour au calme. Le retour au calme est nécessaire, mais c'était pour marquer les esprits, forcément, j'imagine. Écoutez. Comment vous dire, on vous balade depuis 3 jours, 3 nuits. On vous dit venez à la préfecture. Cette fois-ci, vous allez avoir une visio avec le directeur de cabinet, donc le numéro 2 quand même national de l'agriculture. Et il était quand même en train de nous dire qu'il était dans l'incapacité, tout ça pour nous dire qu'il était dans l'incapacité de nous donner des éléments. Il nous a ensuite un peu baladé, on s'est agacé. On lui a dit, écoutez, si vous n'êtes pas en mesure de nous donner des mesures, des engagements, on ne demande pas le discours de vendredi de M. Attal, on demande aujourd'hui une oreille attentive de la considération en nous donnant les quelques points importants de façon à ce qu'on prenne quand même que le terrain sache que tout ce qu'il fait n'est pas vain et pour s'apercevoir qu'ils sont quand même un petit peu à l'écoute. Que d'être comme ça dans peut-être dans il est possible que non, là aujourd'hui c'est fini ça. Il faut vraiment avancer les annonces de façon à ce que les groupes qui sont en danger quand même sur les routes, sur les autoroutes, parce que ce n'est pas bien sécurisé. Il faut que tout ça cesse. Il y a eu suffisamment de drames. Il faut maintenant. Ça leur coûte 3 minutes de faire un tweet ou de faire un communiqué de presse. Tout ça, ils ont déjà, je pense, ficelé le discours de M. Attal de vendredi. Je ne vois pas pourquoi il ne l'avancerait pas. Au contraire, il ferait quand même bonne figure et il se rattraperait un petit peu et il montrerait à la population et aux agriculteurs qui les considèrent. Ouais, restez avec nous, Karine Duc, et merci de votre témoignage, Jean-Baptiste Moreau. Là, on arrive à un point de bascule où forcément, il va falloir donner un peu de résultats, forcément. Ça peut tourner à la jacquerie ? La jacquerie, je ne sais pas ce qu'on appelle une jacquerie, mais oui, ça peut tourner à des actions beaucoup plus violentes et effectivement à contrôler, parce que les gens, quand ils n'ont plus d'espoir, effectivement, ils peuvent effectivement en venir à de la violence, parce qu'ils sont en colère et qu'ils se sentent pas entendus. Après, moi, je suis pas porte-parole du gouvernement ni de Gabriel Attal, donc on échange régulièrement. Je suis sûr qu'ils vont apporter des réponses, mais je crois que la FNSEA faisait part de ses revendications ce soir. Je crois qu'Arnaud Rousseau avait dit ce matin qu'il y aurait des annonces ce soir ou demain matin, je sais plus. Des 40 revendications qui seraient portées. Il faut que... Je préfère une réponse vendredi, mais avec la globalité des annonces, que de se précipiter et de répondre à moitié ou de faire des vagues promesses. Il faut pas que ce soit de vagues promesses, il faut que ce soit concret et qu'il y ait des réponses concrètes aux revendications des agriculteurs. Patrick Bénézit, en 1 minute, il nous reste 3 minutes pour faire parler également Damien Brunel et Yannick Becker. De toute façon, à partir du moment où il y a autant de barrages, nous avons au niveau de la FNSEA des dizaines d'actions, des centaines d'actions en ce moment, des milliers d'agriculteurs qui sont et qui vont. Il va y avoir aussi un point d'orgue demain puisque c'est monté crescendo depuis plusieurs jours.
Donc des mobilisations extrêmement importantes et massives qui effectivement vont perturber le réseau routier. Nous effectivement on a porté énormément de revendications. Elles sont multiples. C'est pas quelques mesures, c'est une vraie transformation. C'est beaucoup de mesures. C'est ça. Je vais pas tous vous les citer. On a parlé de quelques-unes sur la cohérence politique notamment qu'il peut y avoir entre ce qu'on fait venir de l'extérieur et les normes qu'on nous inflige. Quelques normes, certaines normes, d'ailleurs beaucoup de normes qui sont à nos yeux inutiles et qu'il faut enlever. Le fait des prix où c'est très très important. Mais aujourd'hui, il y a une multitude de décisions à avoir et effectivement, nous attendons à ce que le gouvernement donne des orientations rapides. Absolument. Damien Brunel en 1 minute et Yannick Becker en 1 minute. Alors, si je veux aller très vite, il y avait des décisions qui sont de nature conjoncturelle qui peuvent être prises très rapidement. Mais le vrai problème, il est de nature structurelle. Et là, sur les questions structurelles, je comprends pleinement qu'elles ne peuvent pas être prises facilement parce qu'elles vont nécessiter, d'après moi, aussi des décisions au niveau européen. Oui. Comme je vous l'ai dit, on veut des prix rémunérateurs. Si on veut des prix rémunérateurs, ça nécessite pour nos décideurs français et européens, et surtout Macron, qui est en plein dans le truc, ça nécessite un changement de dogme, mais complet. Je veux quand même préciser une chose très importante. Très court. Le consommateur, en fin de compte, si on augmentait, nous, nos produits agricoles, ça ne changerait rien pour le consommateur. Il ne faut pas qu'il ait peur qu'il y ait un retentissement pour son pouvoir d'achat. Je vais vous prendre quelques exemples. On n'a plus le temps. Dans un panier de 100 €, il y a 4 centimes de blé dans une baguette de pain. Il y a 1 centime de betterave dans 1 litre de Coca-Cola. 1 centime. Si demain on nous payait les betteraves le double, c'est-à-dire 2 centimes, Yannick, ça ne changerait rien. Yannick Becker, une minute. Damien. Yannick Becker. Clairement, sur 100 € d'un panier de supermarché, il y a 7 € qui reviennent à l'agriculteur. Donc effectivement, il y a de la marge. Concrètement, il faut des mesures applicables. Donc les accords de libre-échange, c'est du long terme. Et du coup, il faut effectivement un mélange de mesures qui soient applicables tout de suite. Et nous, on a la solution du prix minimum d'entrée, c'est-à-dire interdire à l'importation des produits agricoles à un prix qui soit inférieur à notre production. Et ça, c'est gagnable au niveau européen. On l'a déjà fait. Et du coup, vu le contexte de crise, c'est des choses qui sont gagnables, ce qui fait qu'on n'aurait pas de concurrence de prix. Après, c'est à qualité égale que les gens y choisiraient, mais on n'aurait pas de concurrence de prix. Ça augmenterait pas le prix de panier des consommateurs. Donc ça, c'est une mesure qui pourrait aller rapidement et qu'on aimerait bien annoncer. Après, effectivement, il y a des mesures d'organisation et de réorganisation de l'agriculture française. Sinon, à l'horizon 2030, je me demande si on aura encore des agriculteurs paysans. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Nous étions très heureux de vous donner la parole. En tout cas, Jean-Baptiste Moreau, merci d'avoir été avec nous, agriculteur et ancien député. Patrick Bénézit, vice-président de la FNSEA et président de la Fédération nationale bovine. Damien Brunel, président de France Grande Culture, en charge des grandes cultures à la coordination rurale. Yannick Becker, porte-parole régional de la Confédération paysanne en région PACA, élu à la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence et installé lui-même en polyculture, élevage et maraîchage. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Vous savez que notre micro vous sera toujours ouvert. Merci en tout cas à nos équipes. Merci Félix Mathieu de nous avoir aidé à monter cette émission. Merci à notre équipe et on se retrouve demain à 17h, Philippe. À 17h, tout de suite, Sud Radio à votre service et après le flash de 20h, les essentiels de Sud Radio. Passez une belle soirée. Salut, et à demain.